Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du procès Le Squarneck. On va lire un thread qui a été écrit par Justine Chevalier. Aujourd'hui, c'est pas Juliette Compion. Ils font des espèces de rondes, il y a plusieurs groupes et à chaque fois, il peut pas y avoir les mêmes journalistes. J'espère que vous vous êtes remis de la journée d'hier qui était très dure à encaisser. Même pour moi, ça a été une véritable horreur. Je pense que j'ai fait une espèce de distanciation tellement c'était chaud. Franchement, c'était vraiment chaud de lire tout ça. C'était une catastrophe en fait de se rendre compte que Joël Le Squarneck, c'était pas le seul impliqué, c'était pas lui tout seul dans sa tête qui a décidé de devenir un monstre. Non, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que c'est intéressant de se plonger dans ces comptes rendus pour bien tout comprendre. Je vous propose qu'on commence de suite. 4e jour du procès Le Squarneck. Au tribunal judiciaire de Vannes seront entendues la sœur du chirurgien, puis 2 enquêteurs. Le visage d'Annie, la sœur de Joël Le Squarneck, apparaît sur les écrans de la salle d'audience. Elle est entendue en visio. D'emblée, la septuagénaire affiche son émotion et réagit à l'audition de son ex-belle-sœur la veille. J'ai suivi l'audience sur Ouest France. Ma belle-sœur, c'était épouvantable, insupportable. C'était très dur car c'était plein de cruauté. Je pense à toutes les victimes qui écoutaient que de mensonges. Énonce en sanglots la sœur de Joël Le Squarneck. Ah bon, la sœur de Joël Le Squarneck a l'air à peu près normale. On continue. Annie Le Squarneck a du mal à parler tant elle semble émue. Elle a été cruelle avec sa sœur, sa nièce, dire que c'était une enfant qui était fautive. Elle n'a pas dit la vérité. J'ai plein de choses à dire. Quand j'ai appris pour la pédophilie de mon frère, j'ai prévenu. Ah, on a enfin une personne qui s'est offusquée et qui n'était pas dans cette omerta familiale. C'est offusqué. Mais après, je me demande comment ça, qu'est-ce qu'elle a prévenu, à qui elle a prévenu. Annie Le Squarneck revient sur le moment où elle a découvert que son frère, Joël, avait abusé sa fille la plus jeune. C'était en octobre 2000. Ah, d'accord. Donc en fait, rappelez-vous, hier, on disait que... Ah mais non, attendez, c'était son père. Son père avait abusé d'une de ses petites filles. Mais Joël aussi a abusé d'une des filles ou il était avec lui. Enfin, je comprends pas. L'adolescente se confie alors à sa sœur aînée sur ce qui lui a fait subir son oncle. Les 2 filles décident de confronter son frère. Annie Le Squarneck va le chercher en voiture. À peine démarré, je lui ai dit « Ma fille m'a dit que quelque chose s'était passé avec toi. » Il m'a dit « Oui. » Et Marie-France est au courant. Mais... Pardon? D'où ta réaction quand on te dit « T'as agressé ma fille ?» Tu dis « Ouais, non mais t'inquiète, Marie-France elle est au courant. » Non mais pardon? Joël Le Squarneck parle de ses pulsions à sa sœur et reconnaît le mal qu'il a fait. Donc en fait, il a même pas nié quoi. Il a même pas nié. La sœur du chirurgien dit ne pas avoir pensé qu'il a fait d'autres victimes. Je me suis trompée, mais je vous raconte les faits. Ah mais du coup quoi? Après ils ont eu une relation normale de frère et sœur? Pourquoi ne pas l'avoir dénoncé? Ils ont même pas porté plainte? Je comprends pas. D'autant que sa fille souffrait de ces agressions. Je me suis pas rendu compte que c'était quelqu'un de dangereux. Je suis en train de revoir ma posture du début où je disais il y a peut-être quelqu'un de normal dans cette famille. Alors j'entends que ça peut être compliqué, mais quand même ton frère agresse ta fille. Tu portes plainte quand même. C'est moi je suis folle ou c'est je sais pas. C'est le monde qui est à l'envers ou moi qui suis à l'endroit, je sais pas. C'est quelque chose qu'il avait fait à un moment donné et il allait se faire soigner et voilà, dit Annie Le Squarneck. Non, c'est le monde qui est à l'envers, je crois. La sœur du chirurgien dit en avoir parlé à plusieurs reprises avec Marie-France, la femme. Quand je lui en avais parlé, elle avait les larmes aux yeux. Ah, donc, Marie-France hier nous disait qu'elle n'était au courant de rien, qu'elle n'était pas au courant qu'il avait agressé qui que ce soit pendant toutes ces années. Elle savait qu'il avait agressé sa nièce, du coup. Selon Annie, elle savait précisément les faits commis par le chirurgien. Ah là là. Donc du coup, ça se contredit. Mais est-ce que quand on... Parce que là, du coup, la femme, l'ex-épouse de Joël Le Squarneck, elle a menti. Mais est-ce que quand on ment dans un procès pareil, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Parce que là, elle était juste en tant que témoin. Elle est pas accusée, elle est pas sur les bancs des accusés. Avec le témoignage d'Annie Le Squarneck, on comprend un peu plus que le viol. L'inceste est partout dans cette famille. À part mes filles, j'ai eu connaissance d'autres faits. La sœur de ma cousine a été victime petite de son grand-père paternel. C'est vraiment tout un monde. Et votre mère? Demande la présidente. Je ne sais pas, répond Annie Le Squarneck. Elle explique avoir été violée par 2 garçons quand elle avait 14 ans. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. J'en ai parlé à mes filles quand elles étaient grandes. C'est en 2012 qu'Annie Le Squarneck a appris que son père avait abusé sexuellement du fils cadet de son frère Joël. C'est Marie-France qui l'a prévenu. Elle dit avoir cuisiné son père, alors grabataire à cette époque. Il m'a dit on se montrait nos zizi. J'essaie de garder une distance. Vraiment, j'essaie de la garder la distance. Parce que là c'est du lourd là. Là c'est du lourd dans cette famille. Là en fait, j'essaie de trouver les mots. Après que donc Annie, notre chère Annie, la sœur de Joël, elle apprend que Joël a agressé sa fille. Elle le confronte. Il lui dit oui, c'est vrai, je sais que j'ai fait du mal, mais voilà. Elle dit bon, soit, passons à autre chose. Ensuite, elle apprend que le fils cadet de Joël a aussi été agressé par son grand-père. C'est Marie-France qui lui dit, l'ex-épouse. Franchement, je sais pas quoi penser. Je vous l'ai dit hier, je vous redonne la métaphore, mais c'est une toile d'araignée. C'est la toile d'araignée de l'inceste. Annie Le Squarneck se souvient d'avoir rappelé sa belle-sœur le lendemain de cette révélation. Je lui ai dit, c'est horrible ce que tu m'as appris hier, j'en ai gros sur le cœur. Elle m'a répondu, bah oui, c'est comme ça. Alors non, c'est pas comme ça.
Non, c'est pas comme ça. Je t'assure que c'est pas comme ça. Je t'assure que c'est pas comme ça. Distance. En plus, il y en a dans les commentaires de la première vidéo, vous m'avez dit, on pensait pas que t'allais traiter cette affaire parce que ça touchait aux enfants et que je vous ai répété 1 milliard de fois, que ce soit en live ou sur mes vidéos sur le procès Pellico, que moi, les enfants, je peux pas. Et là, j'essaie de le faire parce que moi, je pense qu'il faut faire du bruit sur ce genre d'affaires. Il faut vraiment faire du bruit parce que, en fait, c'est ça la vérité. C'est la vérité de beaucoup de familles. On s'en rend pas forcément compte. Et le bah oui, c'est comme ça, c'est tellement lourd de sens. C'est tellement lourd de sens. On s'en fout en fait que ce soit bien, que ce soit mal, que ça blesse, que des enfants soient détruits. Non, c'est comme ça. Un homme, il veut, il prend. Un homme, il a des désirs, il doit les assouvir. Vous voyez, c'est ça qu'on doit déconstruire. C'est exactement ça. C'est le c'est comme ça. C'est pour ça que, vous savez, en anglais, on dit boys will be boys. Tu sais, les garçons sont des garçons, tu vois. C'est ça qu'il faut déconstruire dans notre société. Parce que c'est faux. Les garçons sont pas comme ça. Et quand on me dit, à moi, par exemple, que je suis misandre, etc., c'est pas le cas. Moi, je suis pas là à vouloir descendre les hommes parce que ce sont des hommes. Non. Je veux déconstruire ce genre de choses pour qu'on arrête de coller des étiquettes aux hommes et de leur laisser tout passer. Parce qu'après, en fait, c'est comme si ça allait les ramener dans ce chemin-là, alors que peut-être qu'ils n'y auraient jamais pensé. Mais comme ils se disent, quoi que je fasse de toute façon, je suis un garçon, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça donne des choses comme ça. On continue. La présidente demande à Annie Le Squarneck si elle en apprend, si en apprenant les abus commis par le grand-père, ceux commis par Joël, son frère, sur sa fille, elle n'a pas fait un lien. Non, je n'ai pas fait le lien, je me suis dit, ce n'est pas possible que j'apprenne encore ça. Donc là, elle nous dit qu'elle ne fait pas de lien. Non mais pardon, mais je suis désolée, je m'arrête à chaque phrase, mais sa fille a été agressée par Joël. Son neveu, du coup le fils de Joël, a été agressé par son grand-père. Et genre, elle a pas fait de lien à ce moment-là. Annie, est-ce qu'il te faut des lunettes? Annie, qu'est-ce qui se passe? Annie Le Squarneck est interrogée sur ses relations avec Marie-France. Quand je l'ai connue, grande, belle, charmeuse, on se rendait bien compte qu'elle séduisait et ça ne me plaisait pas. Ok, donc t'étais jalouse de sa beauté, très bien. Les deux femmes se sont tout de même rapprochées. Mon mari m'a quittée pour quelqu'un d'autre. Marie-France était dans les parages, je l'ai appelée. Elle est tout de suite venue me voir et m'a consolée. Elle était devenue super gentille. C'était un peu ma confidente. Un rapprochement malgré une relation entre Marie-France et le premier mari d'Annie. Je n'ai rien vu de mes yeux, mais c'est vrai qu'ils étaient proches sur les photos. Maman m'en a parlé, elle en a parlé à mon frère et lui a répondu qu'il n'était pas cocu, qu'il n'a pas été cocu une fois dans sa vie. Ok. La présidente demande à Annie si elle a une explication aux faits commis par Joël Le Squarneck. Sœur souhaite lui poser une question, elle pleure. Joël, j'ai besoin de savoir ce qu'il t'est arrivé pour en arriver là. Annie Le Squarneck lui demande, dis-moi si notre père a eu des gestes sur toi ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dis-moi la vérité, j'ai besoin de savoir. Joël Le Squarneck n'a pas de réaction particulière. Ah ouais, il pleure même pas, rien quoi. La présidente ne lui donne pas la parole, alors qu'hier il pleurait quand ses enfants lui parlaient. Interrogée sur son absence de dénonciation en 2000, Annie Le Squarneck évoque sa culpabilité. Ah, très bien. Dans ses victimes, il y a le petit Mathis vis-à-vis de ses grands-parents, de ses parents. J'ai de la culpabilité. Ok, elle répond ça. Ok, ah oui, je crois que j'avais vu le témoignage de ses grands-parents. Je vous mettrai le lien en description. Les avocats des parties civiles interrogent Annie Le Squarneck sur le fait qu'elle n'ait pas porté plainte quand elle a découvert pour les agressions sur sa plus jeune fille. Ma fille m'a dit, je ne veux pas que tonton aille en prison. Oh. Ah non, ça. En fait, hier, je vous parlais, je vous disais que quand tu dois porter plainte, quand tu dois dénoncer quelque chose qui t'est arrivé, que quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, déjà, il faut avoir le courage de retraverser tout ça. Et aussi, il y a cette culpabilité où tu te sens responsable si tu mets une pause à la vie de quelqu'un en l'envoyant en prison. Et même si la justice permet de réparer, cet acte-là, en fait, il est difficile à porter parce qu'on a tellement culpabilisé les victimes, alors que c'est que justice qui est rendue, que, en fait, ça rentre en ligne de mire. Et là c'est sa plus jeune fille, donc je sais pas quel âge elle avait au moment des faits, mais peu importe. En fait, normalement, en tant que victime, tu penses pas à ça. Tu penses juste au fait que justice doit être rendue. Et très honnêtement, j'ai beaucoup d'empathie pour ce genre de personnes parce que je comprends totalement que elle veuille pas envoyer tonton en prison, quoi, alors qu'il lui a fait du mal. Mais je comprends qu'elle ait cette réflexion. Mais ce genre de réflexion-là, en fait, c'est quand on vient déconstruire la culpabilité des victimes qu'on peut changer les choses. Les victimes, c'est des victimes en fait. Elles ont subi quelque chose qu'elles n'auraient pas dû subir. On leur a fait quelque chose qu'elles n'auraient pas dû subir plutôt. Et en fait, elles ont juste à demander réparation. Comme quand on a un accident de voiture. Bon, la métaphore est peut-être pas ouf, mais quand on a un accident de voiture, on fait un constat et derrière on a des dommages et intérêts. On a la réparation de la voiture. Là, c'est pareil. Il y a peut-être des séances de psy à mettre en place, etc. Enfin, peu importe. Mais dans tous les cas, quand il nous arrive quelque chose, que quelqu'un nous a fait quelque chose, dans notre société capitaliste, on est d'accord pour rembourser tout. On est d'accord pour avoir des dommages à intérêt sur tout. On est d'accord pour faire justice pour tout. Mais quand c'est des victimes de violences sexuelles, là, il y a du mal. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, on voit vraiment cette espèce de culpabilisation des victimes, qu'elles se mettent des fois à eux-mêmes, que la société les a conditionnées
à penser. Maître Benoist évoque l'omerta familiale sur les sujets sexuels. Dans notre famille, on parlait pas. Comme toutes les victimes, on ressent de la honte. Ouais, il y a ça aussi à déconstruire. C'est bien que la honte change de camp, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Encore une fois, Annie Le Squarnec met en cause Marie-France. Elle évoque une après-midi de 1999 où les deux femmes sont allées faire des courses. Ça a été l'après-midi de l'enfer pour ma fille. Il lui a demandé de se déshabiller, il l'a prise en photo. En 1999, pendant une après-midi ensoleillée, ils sont tous allés en famille dans un petit jardin avec Marie-France et qui est Joël. Et sa fille, Joël lui a demandé de se déshabiller, il l'a prise en photo. Et elle n'a rien fait. En 2000, quand il l'a agressée et qu'elle lui a dit, et que Joël lui a dit oui, c'est vrai, vous me la surveillez celle-là. En revenant des courses, Marie-France Le Squarnec aurait crié Joël, Joël! Je ne me suis pas rendu compte que c'était ma fille qui me l'a dit. Joël lui a demandé de se rhabiller. L'enfant avait 9 ans. Est-ce qu'on est en train d'atteindre ma limite? Imaginez, il y a 300 victimes. On n'est même pas encore sorti de la famille Le Squarnec. Et je suis déjà en train de pleurer. Je vais continuer. Annie considère que Joël Le Squarnec a été lui-même victime d'abus. J'ai fait un peu de recherche sur la pédophilie et je pense qu'on ne devient pas pédophile par hasard. Joël Le Squarnec lui répond « Je voudrais dire à ma sœur qui m'interrogeait comment je suis devenu un pédophile, puis un pédocriminel. Je ne sais toujours pas. Ce dont je suis certain, et je le répète, je n'ai jamais subi la moindre agression de la part de qui que ce soit. » Je sais pas, je m'y connais pas du tout pour le coup en pédophilie. Je sais pas si... Je sais que forcément, quand on vit un événement traumatique, il peut y avoir une chance, si on peut appeler ça comme ça, une probabilité plutôt, que on la reproduise. On reproduise cette scène traumatique. C'est comme pour les victimes de viol qui ont une sexualité extrêmement débridée après parce qu'en fait, ça a touché quelque chose dans leur sexualité. Mais là, très honnêtement, en fait, je me demande, soit il dit la vérité, c'est-à-dire vraiment, il s'en souvient pas, mais ça voudrait dire que peut-être soit il est dans un déni où il a complètement caché cette scène, ou je ne sais pas, soit il s'est vraiment rien passé, soit il s'est passé quelque chose et il veut protéger la personne, comme beaucoup de personnes le font quand ils sont victimes d'inceste. Je pense pas, là par exemple, à sa nièce, je veux pas envoyer tonton en prison, peut-être qu'il est dans la même logique. Mais bon, on ne le saura pas de toute façon s'il nous dit pas. Petite interruption, le temps d'écrire un article après la sœur de Joël Le Squarnec, c'est le chef de la CR de gendarmerie de Poitiers qui a entendu. Ce sont ces enquêteurs qui ont dû entendre et énoncer aux victimes que leur nom était dans les carnets. Au début, 4 gendarmes ont épluché les journaux intimes de Joël Le Squarnec. L'instruction a ensuite dépaysé à Lorient. La CR de Poitiers est restée saisie du dossier. Au total, ils ont entendu 330 victimes. Ce dossier a profondément marqué les enquêteurs qui ont été amenés à travailler sur cette affaire. La gendarmerie a veillé à mettre les moyens à la meilleure manifestation de la justice dans des délais raisonnables, explique l'enquêteur. Humainement, c'est forcément un dossier difficile. On se met à la place des victimes. Ça fait partie de notre travail, certes, mais on pourrait tous faire partie des victimes. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. C'est qu'on aurait tous... je veux dire, on est nous-mêmes des patients, on est nous-mêmes, on va à l'hôpital, nous-mêmes, on est anesthésiés, nous-mêmes. Ça aurait pu être n'importe qui d'entre nous. Et c'est pour ça que ce dossier il est très touchant. Plus marqué par l'ampleur, la sérialité des faits, le nombre d'années, dit-il encore. Les gendarmes avaient-ils la certitude que les faits dans les carnets étaient vrais, avérés? Au vu de l'ampleur de ce qui a été découvert lors de la perquisition, il y a forcément des faits énoncés qui sont vrais, explique le gendarme. Oui, c'est vrai. Présomption d'innocence, n'oubliez pas les amis. Les questions au chef de la CR de Poitiers lors de l'enquête tournent autour de la manière dont ils ont interrogé les victimes. Il y a eu une réflexion. Est-ce qu'on n'allait pas engendrer plus de traumatisme à des victimes qui ne se souvenaient de rien? Ça, c'est une bonne question, hein. C'est une très très bonne question. Franchement, moi, en vrai, je sais pas. Je sais pas s'il m'arriverait quelque chose et que je m'en rappelais pas, je voudrais m'en souvenir. Je m'étais posé la question aussi pendant le procès Pellico. Est-ce que à la place de Gisèle, j'aurais voulu me confronter à tout ça? Et en fait, j'ai pas de réponse. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que quoi qu'il arrive, le corps se souvient. Le corps se souvient. Mais d'un autre côté, être confronté à tout ça, c'est l'avoir en face en fait. C'est l'avoir en face. Après l'avoir enfoui, c'est pas bon non plus. Donc je sais pas. Les avocats des parties civiles égrènent les situations de leurs clients. Certains ont été appelés, d'autres l'ont appris au cours d'un entretien de 30 minutes sans suivi. Aïe aïe aïe. Pour certains, ça a été extrêmement traumatisant, surtout la lecture de la partie des carnets les concernant. Alors,
Notre chère Justine Chevalier, la journaliste, a arrêté son live tweet à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a une suite, il n'y a pas de suite. Écoutez, je vous propose qu'on se revoie demain pour la suite du procès. Ça a été un petit peu dur, j'ai un petit peu craqué à un moment. C'est vrai que quand on nous dit les âges, en fait, enfant de 9 ans, tu te dis non, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Mais on se confronte à la vérité. Et je suis contente de le faire malgré tout, même si vous étiez beaucoup à me dire mais on ne sait pas si tu vas y arriver, etc. Je ne sais pas après, hein, qui sait, le procès va durer jusqu'en juin, donc on a quelques mois à faire ensemble. Mais en tout cas, ça me fait du bien aussi de lire vos commentaires, ça me fait du bien de voir que vous êtes horrifiés par les mêmes choses que moi. C'est vraiment un dossier horrible, hein. Franchement, je ne sais pas, est-ce que le terme est assez fort? C'est vraiment un dossier horrible. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain pour la suite du procès.